Bien, bonjour à vous. Merci de m'avoir invité. Je ne sais pas qui a défini le thème sur lequel je dois intervenir. Oui, je m'en doutais. On partage. Parce que quand je l'ai vu, honnêtement, je me suis dit, mais c'est pas une question, ça n'a aucun intérêt. Et en fait, c'est super intéressant et extrêmement complexe. Donc merci de m'avoir proposé ce sujet. Je vais essayer d'être le plus clair possible. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le fait de parler du statut juridique des lieux de prise en charge des personnes, encore une fois, a priori, à quoi ça sert ? Ça sert à deux choses. Je vais essayer de vous le déterminer en deux temps. Encore une fois, les juristes sont binaires. Ok, je continue, j'assume. Le premier temps, c'est qu'est-ce qui ne change pas ? Quel que soit le lieu, qu'est-ce qui ne change pas ? Et puis le deuxième temps, sur lequel j'insisterai plus, c'est en quoi le lieu de soins fait qu'il y a des modifications qui peuvent être majeures dans la mise en pratique de ce qui, a priori, est pareil partout. Alors, premier point, qu'est-ce qui, a priori, ne change pas, où que l'on soit ? Eh bien, c'est ce que l'on appelle dans notre jargon les droits fondamentaux. Je ne vais pas tous vous les citer, hein. Je vais juste vous en citer quelques-uns dont je vais me servir, donc je suis utilitariste. Pardon au doyen Vunen-Burger d'utiliser ce terme. Il va y avoir la notion de l'article 9 du Code civil que tout le monde connaît, c'est la vie privée essentielle dans la prise en charge des patients. Il va y avoir la notion de droit à l'information et de droit à la codécision. Il va y avoir la notion du rôle des familles et des proches. Il va y avoir la notion d'équipe de prise en charge. Où que l'on soit, on a une vie privée, on a droit à l'information, la codécision, etc. Bien. Alors, rentrons dans le deuxième point. C'est effectivement en quoi les lieux changent la prise en charge. Je vais vous prendre 3 lieux. Il y en a plus que ça, mais c'est les 3 qui me semblent les plus fondamentaux. Ou bien l'on est à domicile, ou bien l'on est dans un établissement de santé, ou bien l'on est dans un établissement médico-social. 3 grandes hypothèses. Encore une fois, on a des intermédiaires, hein, mais on va faire simple. Si on a plus de temps, on le prendrait. Je vais commencer par le domicile. Quand un patient est à domicile, le point le plus important d'un point de vue juridique et qui va enclencher tout le reste, c'est qu'il est chez lui. Il est chez lui. Il n'est pas seulement chez lui dans sa chambre, comme on va le voir dans les 2 autres hypothèses. Il est chez lui dans tout son appartement, dans toute sa maison. Peu importe qu'il soit propriétaire ou locataire, il est chez lui. Chez lui, ça veut dire que il va organiser sa vie comme il le veut. Quand je dis organiser, c'est ses meubles, c'est la manière dont il va gérer son lieu de vie, c'est la manière dont il va gérer son temps, son espace, et la manière dont il va gérer les personnes qui vont venir. Je vais vous le redire dans un instant, on peut parfaitement refuser que telle personne, tel professionnel rentre chez moi. J'en ai pas envie. Oui, il est rentré 3 fois, mais la 4e, j'ai pas envie. Point terminé. C'est chez moi. Donc, oui, mais c'est fondamental. Et ça, on ne l'aura pas dans les 2 autres cas. Le fait qu'on soit chez soi veut dire aussi que ce qui se passe à l'intérieur de ma maison, je vais dire d'une manière la plus simple, que ce soit appartement ou maison individuelle, c'est mon intimité. La vie privée en droit à, encore une fois, pardonnez-moi, on est toujours binaire, on est épouvantablement binaire, à 2 aspects. C'est-à-dire l'aspect de ma vie en général, je peux regarder des films, je peux me coucher à minuit, je peux, etc. Mais il y a aussi tout ce qui relève de l'intimité. L'intimité, c'est la santé et c'est la sexualité. Je fais ce que je veux chez moi. Je suis chez moi. Point. Terminé. Donc, à partir de là, ça va enclencher un certain nombre de choses, de points juridiques par rapport aux professionnels qui vont venir pour aider dans la prise en charge à domicile. Alors, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire déjà, et Fabienne Douaret le sait bien puisqu'elle intervient sur toutes les notions complexes de prise en charge à domicile, parfois il n'y a qu'une catégorie de personnes qui vient venant d'une seule association, d'un seul établissement, la Chadet, etc. Parfois il y en a plusieurs. Et il va falloir coordonner.
Et la coordination à domicile n'est pas simple, puisqu'on va chez une personne. Donc, comment dire, la réaction de la personne ou de la famille, je vais y intervenir, c'est quelque chose qui est essentiel. Arriver à coordonner quand on n'est pas chez soi, c'est le patient qui est chez lui. Donc cette notion de domicile est absolument essentielle. L'autre chose également, c'est la famille ou les proches. Alors la famille peut habiter ou venir de temps en temps dans le domicile, même si la famille n'habite pas avec le patient, des enfants qui habitent plus loin, il n'empêche qu'ils viennent chez leur père ou leur mère. Donc eux-mêmes peuvent intervenir auprès des professionnels qui vont prendre en charge le patient, et ça peut générer des conflits qui sont parfois extrêmement compliqué. Fabienne Doiret est à l'origine d'un comité d'éthique Convergence qui justement essaye de gérer ces conflits, et les conflits peuvent être particulièrement lourds à domicile. Parce qu'encore une fois, juridiquement, la personne est chez elle. Donc elle fait ce qu'elle veut. Là où parfois c'est encore plus compliqué, c'est que pour vous, pour les professionnels qui interviennent à domicile, il peut y avoir éventuellement, et quand je dis éventuellement, c'est quand même quelque chose de classique, une ambiguïté sur l'interlocuteur. Normalement, classiquement, en droit, votre interlocuteur, c'est le patient. Alors, je parle du patient, on va faire simple, hein, je ne parle pas du mineur, moins de 18 ans, je ne parle pas du majeur protégé, on en parlera si vous voulez. Là, je fais simple parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Donc, c'est le patient. Mais parfois, la famille peut être extrêmement prenante par rapport à vous, les professionnels qui intervenez, et la question de savoir avec qui je parle, et je parle de quoi, et qui prend la codécision avec moi, peut devenir particulièrement complexe. Or, à partir du moment où les professionnels interviennent chez le patient, c'est beaucoup plus difficile d'aller contre ce que veut la famille ou contre ce que veut le patient éventuellement. Donc, la prise en charge à domicile, le lieu, la caractéristique juridique du domicile, c'est je suis chez moi, je fais ce que je veux, point. Maintenant, deuxième hypothèse. Deuxième hypothèse, je vais à l'extrême, hein, l'autre extrême, et le troisième, c'est au milieu. C'est dans un établissement... Alors, autre point que je ne vous ai pas dit à domicile, c'est qu'à domicile, j'y suis peut-être depuis très longtemps, et peut-être jusqu'à ma mort. La temporalité est importante. Quand je suis dans un établissement de santé, par nature, la temporalité est complètement différente. Je peux y être pour très peu de temps, en ambulatoire, je peux y être pour quelques jours, pour quelques semaines, allez, pour quelques mois, mais je ne veux pas y rester toute ma vie. Donc, à partir de là, mon emprise, moi, en tant que patient, sur ce qui va être fait, est complètement différente, puisque je suis pour un temps relativement court. Deuxième chose, c'est vrai que juridiquement, et ça, depuis longtemps, les tribunaux l'affirment, c'est vrai que juridiquement, la chambre du patient est assimilée au domicile. On ne dit pas que c'est le domicile, mais c'est assimilé au domicile. Mais c'est juste la chambre du patient. Et quand on dit assimilé, il ne faut pas se faire d'illusions. C'est un peu un leurre juridique, parce que le mobilier qu'il y a dedans, je ne peux pas le changer. Si j'estime que la petite table de nuit ne me convient pas, je ne peux pas la faire changer, hein, même si c'est assimilé au domicile. Donc, c'est assimilé, d'accord, mais le matériel, je ne peux pas le changer. Le mobilier, je ne peux pas le changer. Et les personnes qui me prennent en charge, je ne peux pas les changer à domicile plus facilement. Je peux dire j'en veux plus quand je suis hospitalisé, même si juridiquement j'ai le droit de refuser. C'est arrivé une ou deux fois pour des questions un petit peu complexes que tel professionnel me prenne en charge. C'était très clairement, c'était un couple qui s'était séparé dans des conditions un peu lourdes. Il se trouve que l'ex-mari se fait hospitaliser dans tel endroit parce que sa femme était infirmière dans un autre établissement. Il ne savait pas qu'elle avait changé. La première personne qui rentre dans sa chambre, et comme ils étaient en procès, c'était un petit peu compliqué. Bon, mais mis à part ces cas, on ne peut pas choisir le personnel. En plus, dans l'établissement de santé, c'est une équipe. Alors même s'il y a un certain nombre de personnes, c'est une équipe. Et puis le fait que l'on soit, même si ma chambre en tant que patient est assimilée à mon domicile, il n'empêche que je n'en suis pas propriétaire. J'en suis même pas locataire. Donc rien ne m'appartient. Ce qui veut dire que la prise en charge, j'ai beaucoup moins de poids dans la prise en charge. Certes, le droit me dit que je peux, et ça se fait régulièrement, refuser, puisqu'on est sur une codécision, je peux refuser certaines choses. Sauf que si je refuse trop, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on utilise un lipurien.
Et donc, il y a un moment où le directeur de l'établissement a le droit de me dire de quitter, puisque je ne veux pas me faire soigner. On a la même chose avec la famille. Autant la famille a du poids, et un poids légitime, je ne dis pas que c'est illégitime en établissement de santé, hein, mais un poids réel, je veux dire, ils sont chez eux. Autant la famille en établissement de santé, certes, peut être extrêmement prégnante, mais il n'empêche qu'elle est en plus. Les décisions se font avec l'équipe, se font avec le médecin qui en prend en charge le patient, etc. Et encore une fois, juridiquement, il y a une seule équipe. Même s'il y a beaucoup de personnes, même s'il y a les équipes de nuit, les équipes de jour, les équipes du week-end, c'est une seule équipe. Donc le lien juridique, le fait que je ne suis plus chez moi, je suis pour un temps relativement court ailleurs qui n'est pas chez moi et prise en charge par une seule équipe, ça change beaucoup de choses. Maintenant, la troisième hypothèse qui est exactement entre les deux, c'est lorsque je suis dans un établissement médico-social, que ce soit un EHPAD, que ce soit un établissement qui reçoit des personnes en situation de handicap, en général, on y est pour beaucoup plus longtemps. Ça redevient un lieu de vie. Là encore, la chambre est assimilée, ce n'est que la chambre qui est assimilée au domicile, mais cette chambre, elle prend beaucoup plus d'importance parce qu'on y est pour longtemps. On va pouvoir amener des meubles, on va pouvoir s'organiser, on va pouvoir changer des choses. Ça veut dire aussi qu'on n'est pas sur du... J'allais dire, c'est surtout pas péjoratif ce que je veux dire, sur du simple sanitaire. Je n'y suis pas seulement pour les soins. J'y suis aussi pour le médico-social, le mot social est important. C'est que j'y suis aussi pour ma prise en charge personnelle, pour l'organisation de ma vie, pour mes loisirs, pour ma sexualité, pour plein de choses. Et Dieu sait qu'actuellement, c'est des problèmes un petit peu lourds dans certains établissements, surtout avec l'hiver qui arrive dans les parcs. Ça veut dire quand même que, oui, on a eu l'an dernier dans un établissement, il y a un joli parc, et puis... deux personnes ne pouvaient pas se rencontrer dans la chambre de l'un des deux. Ils ont fait ça dans le parc, sauf qu'ils ont pris froid. Il y en a un des deux qui a failli mourir parce que tellement il a pris froid. Donc c'est pour ça que je vous dis l'hiver qui arrive. Ben oui, voilà. Donc ça veut dire que dans le médico-social, les deux termes, le sanitaire, médicaux, et le social, la prise en charge de l'intégralité de ma vie, médico-social veut dire que c'est l'intégralité de ma vie, va faire que la personne, même si elle n'a qu'une chambre, même si sa chambre est assimilée à son domicile, comme c'est un lieu de vie pour longtemps, et peut-être définitif, dans les EHPAD, on sait quand on rentre, on sait comment on sort, ceci veut dire que mon lieu de vie redevient, même si juridiquement ça ne m'appartient pas, je n'en suis même pas locataire au sens juridique du terme, il n'empêche que ça redevient mon lieu de vie privé. Donc la vie privée va reprendre beaucoup plus d'importance que dans un lieu strictement sanitaire. Donc la famille va avoir un rôle juridiquement quasiment égalitaire. On va avoir le résident ou la résidente, résident patient, peu importe comment on l'appelle, l'établissement avec les équipes et la famille. Là, on a une trilogie juridique qui est quasiment à égalité. C'est-à-dire que chacun va retrouver des droits qui vont être mis en œuvre avec beaucoup plus... On ne peut pas faire l'un sans l'autre, en clair. Alors que dans le sanitaire, on peut éventuellement faire sans la famille, souvent on fait sans la famille. Dans le médico-social, on ne peut pas faire sans la famille, quand il y en a une, bien entendu, et quand elle n'est pas difficile. Donc le lieu de vie, le lieu de prise en charge, le lieu de soins, qui, sur une base absolument égalitaire, on a les mêmes droits partout, va en définitive, dans la mise en œuvre, être fondamentalement différente, suivant le lieu, domicile, sanitaire, médico-social. Et ça, c'est quelque chose qui est parfois un peu complexe à prendre en charge. Je vais vous donner deux exemples. Et le premier, c'est lorsqu'une personne âgée est à domicile et que pour des raisons quelconques, elle ne peut plus rester à domicile et qu'il faut, quand je dis il faut, c'est au sens, on ne lui laisse pas tellement le choix, qu'elle rentre en EHPAD. Elle va quitter son lieu de vie, elle va quitter chez elle, et pour des moyens, des raisons diverses et variées, elle va se retrouver en EHPAD. Et ça peut être d'une violence absolue, parce que on change complètement sa vie. On pourrait dire, c'est pas grave, elle va être prise en charge, elle passe de sa chambre chez elle à la chambre en EHPAD, ça va être encore beaucoup mieux, les équipes vont s'occuper d'elle, elles vont lui faire préparer son repas, il n'y aura pas besoin de porter à domicile, sauf que c'est plus chez elle. C'est plus chez elle.
même si la prise en charge peut être meilleure, ce n'est plus chez elle. Et vous savez très bien que même si le terme n'existe plus, le syndrome de glissement, c'est vrai qu'il ne faut plus dire comme ça, mais peu importe, il va être là très très fortement parce que je ne suis plus chez moi. Même si j'étais que dans ma chambre, c'est plus chez moi. Et puis le dernier point, et professeur Vassal qui est là pourra intervenir très facilement, c'est la notion de prise en charge palliative. La prise en charge palliative, le droit est très précis, c'est partout. C'est-à-dire dans les établissements de santé, en médico-social, à domicile. La prise en charge palliative à domicile est parfois extrêmement complexe. La mise en place d'une sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès à domicile, je parle sous ton contrôle, peut être quelque chose d'extrêmement difficile. Le droit le permet, le droit insiste pour qu'on le fasse, mais en pratique c'est extrêmement compliqué. La prise en charge palliative dans les EHPAD est parfois. Voilà. Donc le lieu va engendrer des statuts juridiques qui, dans la mise en place de tous les éléments communs, va amener à des différences considérables. Peut-être la chose qui reste commune, enfin peut-être c'est même sûr, le point qui reste commun et qui est juridique, hein, c'est tout à fait dans les premiers articles du Code de la santé publique, c'est-à-dire dans les plus importants, c'est que où que l'on soit, on doit rechercher la dignité du patient. Et cette dignité du patient, elle est importante dans la théorie, hein, Code de la santé publique, mais la dignité du patient, c'est surtout la réalité. Comment est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on ne fait pas? Et quand on ne fait pas quelque chose, pourquoi? Encore une fois, je vous ai dit 2 exemples, et je vous en fais un 3e. Le fait, dans certains établissements médico-sociaux, et en particulier dans les EHPAD, de plus vraiment parler à la personne, on lui parle pour des choses secondaires. Hein. Est-ce que vous voulez un yaourt à la fraise ou un yaourt, etc. Et de dire toutes les choses importantes à la famille, c'est une indignité totale. La personne vous pose des questions et on ne lui répond pas. La famille dit, surtout vous ne lui dites pas. Hein. On ne lui répond pas. C'est une indignité totale. Ça aurait été chez elle, ça n'aurait pas forcément été la même chose. Parce qu'elle était chez elle, il y avait une forme de dignité quand on est chez soi. Quand on n'est plus chez soi, cette dignité devient plus complexe parfois à prendre en réalité. Donc c'est vrai que a priori, le lieu ne change rien d'un point de vue théorie juridique, la pratique est essentiellement différente. Et la pratique, elle tient à vous les professionnels. Comment est-ce que vous le mettez en œuvre? Et comment est-ce que vous êtes sensibilisés à ces changements de lieu? Pour vous, c'est évident, les changements de lieu. Pour vous, c'est évident, vous êtes chacun dans des lieux que vous connaissez, des lieux. Mais pour le patient, lui, c'est pas évident. C'est pas du tout évident. Et encore une fois, le changement de lieu peut être d'une violence absolue. Prenez un patient qui est chez lui, qu'on va hospitaliser, et après qu'on va mettre dans un EHPAD, je dis bien qu'on va mettre, ma formulation est exacte, je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est violent. Même si ça peut être nécessaire, c'est d'une violence absolue. Donc les lieux ont une importance considérable et merci d'avoir posé cette question parce que on n'y fait pas assez attention. On se dit que c'est la même chose, il est patient, il est résident, c'est la même chose, c'est la même prise en charge. Non, pas du tout, pas du tout, il y a des différences considérables. Voilà, mais écoutez, je vous remercie, je crois que j'ai eu mes 20 minutes. Merci infiniment Marie-France pour cet exposé extrêmement clair, limpide, j'allais dire, sans notes, vous avez remarqué, sans diapositive, sans support. Ah oui, je suis navré. Bravo. Des questions dans la salle, des réflexions? Oui, il y a une question. En attendant qu'un micro arrive. C'est moi le micro. Je vais prendre. Oui, je voulais vous poser une question, parce que vous nous avez parlé des droits des patients en fonction du lieu. Moi, j'aime bien aussi parler des devoirs des patients. Et vous nous avez dit, quand on est à domicile, on a le droit de faire ce qu'on veut, parce qu'on est chez soi. Et pour autant, parce que ça pose souvent des problèmes aux équipes qui interviennent à domicile, c'est quel devoir de respect, par exemple, les gens qui se battent tout nus chez eux, les gens qui injurient les équipes soignantes qui viennent, etc. Et en termes de droit, comment on peut formaliser ces devoirs des patients à domicile? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Les devoirs des patients à domicile sont des devoirs qui sont eux aussi généraux, c'est-à-dire que si ce n'était pas un professionnel
du sanitaire ou du médico-social qui vient à domicile, le devoir serait le même vis-à-vis d'un voisin qui vient voir. On doit respecter les personnes qui rentrent chez soi. Donc on a ce devoir. C'est du bon sens relationnel. Voilà. En revanche, là où ça devient un peu différent, c'est lorsqu'on est, par exemple, quand on est dans un établissement de santé, les devoirs deviennent peut-être plus importants parce qu'on n'est pas chez soi, parce qu'il y en a d'autres, parce qu'il y a les autres patients, parce qu'il y a les équipes. C'est-à-dire que non seulement on doit respecter l'organisation, la temporalité. Je ne peux pas dire, bah, écoutez, non, votre repas, vous me le passez à midi. Ben non, vous allez me le passer à 2h parce qu'à midi, je dors encore. Non. On doit respecter, c'est un devoir de respecter la temporalité. On doit respecter les équipes. Et si on n'est pas d'accord avec, par exemple, un soin, on doit l'exprimer. C'est-à-dire qu'on ne doit pas, on doit l'expliquer, dans la mesure où on le peut, bien entendu, on doit respecter les autres patients. Ça a posé un certain nombre de problèmes, par exemple, avec beaucoup de gentillesse, je dis bien avec beaucoup de gentillesse, donc il n'y a rien de méchant dans après le ramadan, parfois, et ça s'est passé encore l'an dernier, dans un service où il y avait des personnes des patients qui relevaient de l'islam, et la famille très gentiment, mais très gentiment, a amené, vous savez, les cornes de gazelle. Dieu sait que c'est bon, les cornes de gazelle, hein. Sauf que c'était dans un service où il ne fallait pas de sucre. Inch'Allah. Merci beaucoup.